Le cri de la perceuse du serrurier déchira le silence de la campagne italienne ce mardi matin, brisant bien plus qu'un simple verrou. Vincent Moretti regardait depuis son lit d'hôpital, à 50 km de là, à travers le flux de la caméra de sécurité sur sa tablette, ses mains usées tremblant. Son fils Marco ne savait pas que les caméras étaient là. Il ne savait pas ce qu'il attendait à l'intérieur de la villa de 12 millions de dollars qu'il venait de voler légalement à son père mourant. Ce que Marco découvrirait dans l'heure suivante sauverait son âme ou la détruirait à jamais. Vincent ferma les yeux et murmura une prière qu'il gardait depuis 23 ans. Vincent Moretti avait construit sa fortune à l'ancienne, par la sueur, le sacrifice et des décennies de travail acharné. Il avait commencé comme maçon à Naples, travaillant 16 heures par jour sous le soleil brûlant, économisant chaque lire qu'il pouvait épargner. À 40 ans, il possédait une entreprise de construction. À 50 ans, il était l'un des promoteurs les plus riches du sud de l'Italie. La Villa Rosa, perchée sur les falaises surplombant la Méditerranée, était son chef-d'œuvre. 12 chambres, marbre de Carrare. Des jardins en cascade descendant vers la plage privée en contrebas. Vincent était un homme tranquille, du genre qui pesait ses mots comme un bijoutier pesant l'or. Il s'était marié tard, avec une femme nommée Isabella, qui lui donna un fils avant que le cancer ne l'emporte, quand Marco n'avait que 7 ans. Vincent avait élevé le garçon seul, versant en lui tout ce qu'il savait sur le travail, sur l'honneur, sur la construction de quelque chose qui dure. Mais quelque part en chemin, Marco avait appris des leçons différentes. Les écoles privées coûteuses lui avaient appris à vouloir plus qu'il ne gagnait. Les amis de l'université lui avaient montré des raccourcis et des combines. À 35 ans, Marco était devenu un homme que Vincent reconnaissait à peine. Arrogant, calculateur, toujours à la recherche du chemin facile vers la richesse. Le diagnostic tomba un matin gris de septembre. Cancer du pancréas, stade 4. Les médecins donnaient à Vincent 6 mois, peut-être moins. La réaction de Marco avait été immédiate. En 2 semaines, il avait suggéré que Vincent cède la villa pour des raisons de planification successorale. Quand Vincent hésita, Marco avait trouvé un avocat, affirmant que la maladie de son père avait affecté son jugement, déposant des documents qui questionnaient la compétence mentale de Vincent. La bataille juridique fut brutale et rapide. Marco gagna. La villa fut transférée à son nom avec la bénédiction du tribunal, malgré les protestations de Vincent. « Tu es confus, papa », avait dit Marco lors de leur dernière conversation avant le transfert. « C'est pour ton bien. Tu as besoin de soins professionnels maintenant, pas d'une maison trop grande à gérer. » Vincent avait regardé son fils, vraiment regardé, et vu un étranger portant les yeux de sa défunte femme. Où avait-il échoué? Quand l'ambition s'était-elle aigrie en cupidité? Avez-vous déjà regardé quelqu'un que vous aimez devenir quelqu'un que vous ne reconnaissez pas? Vous êtes-vous déjà demandé s'il reste quelque chose de la personne qu'ils étaient, enfoui sous les couches de déception et de mauvais choix? Le jour après la finalisation du transfert légal, Marco arriva à la villa avec un serrurier, un évaluateur immobilier et un camion de déménagement. Vincent le savait parce qu'il avait installé des caméras de sécurité cachées dans toute la propriété des mois auparavant, quand il avait commencé à soupçonner les intentions de son fils. Depuis son lit d'hôpital, affaibli par la chimiothérapie, mais l'esprit encore vif, Vincent regardait son fils prendre ce qu'il n'avait jamais gagné. Marco traversa la grande entrée comme un conquérant inspectant un nouveau territoire. Le serrurier changea toutes les serrures. L'évaluateur prit des notes sur la valeur marchande, le potentiel de rénovation, les marges bénéficiaires. Marco se tenait au centre du hall de marbre, les bras écartés, et rit. Le son résonnait dans les pièces où Vincent avait célébré Noël, où Isabella avait chanté des berceuses, où une famille avait autrefois vécu. Le doigt de Vincent planait au-dessus de sa tablette, regardant, attendant. Marco renvoya le serrurier et l'évaluateur, impatient d'explorer son prix seul. Il se déplaça dans la villa pièce par pièce, calculant mentalement, dépensant déjà les millions qu'il ferait de la vente. La chambre principale, avec sa vue sur la mer bleue sans fin. La bibliothèque, avec des livres en première édition que Vincent avait collectionnés pendant des décennies. La cave à vin, remplie de crus valant une fortune à eux seuls. Puis, Marco trouva la porte. Elle était dans l'aile est, une section de la villa que Marco avait rarement visitée enfant. La porte était en chêne massif, verrouillée avec un mécanisme que Marco n'avait jamais vu auparavant. Pas de trou de serrure, juste un petit écran numérique qui brillait doucement dans le couloir sombre. La curiosité de Marco s'aiguisa en obsession. Que cachait son père ici? De l'argent liquide? De l'or?
Des documents prouvant une richesse encore plus grande? Il essaya tout. Pousser, tirer, chercher des loquets cachés. Rien ne fonctionnait. La porte restait scellée. La frustration de Marco se transforma en rage. C'était sa maison maintenant. Il possédait chaque centimètre. Comment son père osait-il lui verrouiller quoi que ce soit? Marco appela un serrurier spécialisé, un qui s'occupait de coffres-forts et de systèmes de haute sécurité. L'homme arriva en quelques heures, étudia le mécanisme et secoua la tête. Ce n'est pas un verrou standard, c'est biométrique, nécessite soit une empreinte digitale ou autre chose. Je peux percer, mais ça prendra du temps et pourrait endommager ce qui est à l'intérieur. Perce, ordonna Marco. Je me fiche de ce que ça prend. Le travail commença. Le cri de la perceuse remplit la villa. Des heures passèrent. Le forêt spécialisé perça finalement le mécanisme de verrouillage. La porte s'ouvrit avec un soupir doux, libérant de l'air qui sentait le vieux papier et la lavande. Marco entra. La pièce était petite, presque humble comparée à la grandeur de la villa. Pas d'or, pas d'argent, pas de fortune cachée. Au lieu de cela, les murs étaient couverts de photographies. Des centaines d'entre elles, des milliers d'entre elles. Marco s'approcha, son souffle se coupant. Chaque photographie était de lui. Marco bébé dans les bras d'Isabella. Marco faisant ses premiers pas. Marco le premier jour d'école, édenté et souriant. Fête d'anniversaire, match de football. Pièce de théâtre scolaire où il avait oublié ses lignes et Vincent était là dans le public, rayonnant de fierté quand même. Marco diplômé de l'université pendant que Vincent se tenait au fond, aux cheveux gris et fiers. Mais il y avait d'autres photographies aussi. Celles dont Marco ne se souvenait pas avoir été prise. Marco adolescent, maussade et en colère après la mort de sa mère, pendant que Vincent s'asseyait devant la porte de sa chambre toute la nuit, montant la garde. Marco ivre à 22 ans, porté à la maison par Vincent, qui avait conduit 3 heures au milieu de la nuit pour venir le chercher. Marco signant sa première affaire commerciale, ignorant que son père regardait depuis l'autre côté de la rue, s'assurant que son fils était en sécurité. Au centre de la pièce se trouvait une simple table en bois. Sur celle-ci reposait un journal de cuir. Marco l'ouvrit avec des mains tremblantes. La première page était dans l'écriture soignée de Vincent, « Pour mon fils, Marco. Quand tu trouveras cette pièce, cela signifie que je suis parti. Cela signifie que tu as pris la villa par la force ou par manipulation, car je ne te l'aurais jamais donné volontairement de cette façon. Mais cela signifie aussi que tu as trouvé ce que j'ai construit ici pendant 23 ans, un registre d'amour que tu as oublié. Les entrées du journal commençaient le jour où Isabella était morte. Le chagrin de Vincent se déversait à travers les pages, mais aussi sa détermination. Je ne laisserai pas Marco perdre ses 2 parents. Je l'aimerai assez pour 2. Je lui montrerai ce que signifie construire plutôt que prendre, gagner plutôt que voler. Page après page, documenter les tentatives de Vincent pour atteindre son fils. Les entreprises qu'il avait secrètement soutenues quand Marco échouait. Les dettes qu'il avait discrètement payées quand les combines de Marco s'effondraient. Les fois où il s'était tenu dans l'ombre, protégeant un fils qui le voyait de plus en plus comme rien d'autre qu'une source de richesse à extraire. Marco tomba à genoux. Sur la table, sous le journal, se trouvait une lettre datée d'il y a 1 semaine, après la bataille juridique, après que Vincent eut perdu la villa. « Marco, commençait-elle, si tu lis ceci, tu as gagné. Tu as la villa, la richesse, tout ce que j'ai construit. Mais tu as manqué ce que je construisais vraiment depuis le début. Cette pièce existe parce que je savais que ce jour pourrait venir. Je savais que tu pourrais choisir la cupidité plutôt que l'amour. Je l'ai construite en espérant que quand tu la trouverais, tu te souviendrais de qui tu étais. De qui tu pourrais encore être. La villa vaut 12 millions d'euros. Ces photographies sont inestimables. Le journal contient 23 ans de l'amour d'un père pour un fils qui a oublié comment l'aimer en retour. Tu peux vendre la villa demain, mais tu ne pourras jamais vendre cette pièce. Tu ne pourras jamais défaire le fait d'avoir vu combien tu étais aimé, même quand tu étais détestable. Je te pardonne, Marco. Je t'ai pardonné le jour où tu as déposé les documents contre moi. Je t'ai pardonné parce que c'est ce que font les pères. Nous aimons quand c'est difficile. Nous pardonnons quand c'est coûteux. Nous construisons des pièces pleines de souvenirs parce que nous n'arrêtons jamais d'espérer que nos enfants trouveront leur chemin de retour à la maison. La lettre se terminait simplement. La pièce est à toi maintenant, avec tout le reste. Fais-en ce que tu veux, mais sache que peu importe ce que tu choisis, tu étais aimé. Tu es aimé. Reviens à toi-même, figlio mio. Il n'est pas trop tard. Le téléphone de Marco sonna. L'hôpital. La voix douce d'une infirmière. « Signor Moretti, vous devriez venir rapidement.
Votre père, il ne reste plus beaucoup de temps. Marco courut. Il courut de la villa, laissant les portes ouvertes, laissant la sécurité de sa nouvelle possession derrière lui. Il conduisit comme un fou à travers les routes côtières sinueuses, les larmes brouillant sa vision, le journal serré contre sa poitrine. Il atteignit le chevet de Vincent alors que le soleil se couchait sur la Méditerranée, peignant le ciel dans des nuances d'orange et d'or. Les yeux de Vincent s'ouvrirent lentement, se concentrant sur son fils avec effort. « Papa » suffoqua Marco. « Papa, j'ai trouvé la pièce. J'ai trouvé. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. » La main usée de Vincent se leva légèrement. Marco l'attrapa, la pressant contre son visage, ses larmes tombant sur la peau de son père. « Je sais, » murmura Vincent. « Je l'ai construite pour que tu te retrouves. Je ne mérite pas le pardon. Je ne mérite pas. L'amour n'est pas une question de mérite, » respira Vincent. « C'est une question de choix. Je t'ai choisi chaque jour, même quand tu as choisi contre moi. » Marco resta au chevet de son père toute la nuit. Il lut à voix haute du journal, revivant une enfance qu'il avait oubliée, se souvenant d'un père qu'il avait trahi. Vincent dérivait dans et hors de la conscience, mais chaque fois qu'il se réveillait, ses yeux cherchaient le visage de Marco, et quelque chose comme la paix s'y installait. Vincent Moretti mourut alors que l'aube se levait, avec son fils tenant sa main, murmurant des excuses et des promesses dans la lumière grandissante. Les funérailles furent modestes. Marco fit transformer la villa, non pas en propriété à vendre, mais en fondation portant le nom de sa mère. La maison Isabella Moretti, pour les familles s'occupant de proches malades. Un endroit où les gens pouvaient séjourner près de l'hôpital, où ils n'auraient pas à choisir entre être présents et être financièrement stables. La pièce avec les photographies devint une chapelle. Marco la visitait chaque semaine, s'asseyant parmi les images d'un amour qu'il avait presque détruit, se souvenant du père qui n'avait jamais cessé d'espérer. L'évaluateur immobilier appela plusieurs fois. « La propriété est prête à être mise en vente. Nous pourrions obtenir 15 millions sur ce marché. »« Elle n'est pas à vendre, » dit Marco à chaque fois. « Elle ne le sera jamais. » Parce que Marco avait finalement appris ce que son père avait passé une vie à essayer de lui enseigner. Les choses qui valent la peine d'être gardées sont les choses qu'on ne peut jamais vendre. L'amour donné librement. Le pardon offert sans condition. Une pièce pleine de photographies qui prouve que quelqu'un croyait en vous-même quand vous aviez cessé de croire en vous-même. Cher ami, que construis-tu dans les pièces cachées de ta vie? Quel héritage crées-tu qui ne peut être évalué ou vendu aux enchères ou converti en marge bénéficiaire? Marco pensait voler une villa valant 12 millions d'euros. Ce qu'il a réellement trouvé valait infiniment plus. L'amour implacable d'un père qui avait construit une cathédrale de grâce sous la forme de photographies et d'entrées de journal et d'espoir patient à travers des décennies. La vengeance silencieuse de Vincent était du genre le plus puissant. Il a transformé le vol en rédemption, la cupidité en gratitude, l'avidité d'un prodigue en l'éveil d'un fils reconnaissant. Parfois les gens que nous blessons le plus sont ceux qui nous aiment le mieux. Parfois l'héritage qui nous change n'est pas l'argent mais le souvenir, non pas la propriété, mais la preuve que nous étions aimés quand nous étions le plus détestables. Si vous avez été le Marco, prenant plus que vous n'avez gagné, exigeant plutôt que recevant avec gratitude, entendez ceci, il n'est pas trop tard. Quelque part, quelqu'un a construit une pièce d'amour pour vous, espérant que vous trouverez votre chemin de retour vers vous-même. Si vous avez été le Vincent, aimant quelqu'un qui semble déterminé à vous briser le cœur, entendez ceci, votre amour fidèle n'est pas gaspillé. Continuez à construire cette pièce. Continuez à prendre les photographies. Continuez à écrire dans le journal. Les graines que vous plantez avec patience peuvent prendre des années à fleurir, mais quand elles le font, elles transforment tout. La villa se dresse toujours sur les falaises, surplombant la Méditerranée. Mais ce n'est plus un monument à la richesse. C'est un témoignage d'un père qui n'a jamais cessé d'aimer, d'un fils qui a presque tout perdu avant de trouver ce qui comptait vraiment. L'amour n'est pas vaincu par le vol. Il n'est complet que lorsqu'il transforme le voleur en famille à nouveau.